Est-ce que c'est un progrès physique? Est-ce que c'est un progrès physique? Est-ce que c'est un progrès pour le corps humain? De toute évidence, hein, c'est comme le lien social, de toute évidence, oui, c'est un progrès pour le corps humain, puisqu'on voit bien, avant on courait le 100 mètres en 12 secondes, après en 11 secondes, après en 10 secondes, et maintenant en 9,58. Enfin, je sais pas, ça a peut-être progressé depuis, j'en sais rien. Avant, il y a des sportifs qui battaient des records de vitesse sur des vélos en dévalant des pentes, etc. Ils allaient à 100 km/h, et puis après à 150, et puis on progresse. Donc c'est un progrès. Là. On repousse les limites du corps. Ouais. On repousse les limites du corps. Mais c'est quoi le corps? De quel corps on parle? Est-ce que ce corps dont on parle, ça peut résumer l'humain? C'est en partie le fantasme sportif. C'est en partie ce sur quoi repose le fantasme sportif. La performance sportive, on peut indexer le niveau de développement de l'humain sur la performance sportive. C'est en partie ce sur quoi repose l'institution sportive. Bon, en fait, il y a des questions toutes bêtes à se poser. Est-ce que 9,7 c'est mieux que 9,6? À l'échelle de l'humain, est-ce que courir en 9,7 c'est mieux que 9,6? Je ne sais pas. Donc il faut se poser des questions. Ça implique quoi de courir en 9,7? Courir le 100 mètres plat en 9 secondes 7 centièmes, qu'est-ce que ça implique? C'est très simple. Ça implique de consacrer et de sacrifier la totalité de son existence à ce projet-là, à produire cette performance-là. C'est-à-dire qu'un athlète qui court en 9 secondes 7 centièmes, c'est sa vie qui est déterminée par ce projet-là, à tel point qu'il identifie son existence à ce chiffre, à cette abstraction. Une abstraction. Alors, est-ce que c'est un progrès pour le corps? Oui, le corps va plus vite. Et en même temps, on sait très bien, et il y a des études de médecine, de physiologie, etc., qui montrent que la pratique intensive du sport, ça détruit le corps. Ça rend malade. Et on sait. On sait aussi, quand on veut regarder les choses en face, on sait très bien que le dopage, ce n'est pas qu'un problème de tricheur ou de tricherie. Le dopage, c'est ce qui aide les sportifs à supporter ce qu'il faut souffrir pour être un sportif. J'allais dire de haut niveau, mais c'est erroné. Pour être un pratiquant intensif. Parce que la plupart des sportifs, beaucoup de sportifs sont des pratiquants intensifs qui n'accéderont jamais au haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mettent pas leur corps en danger. D'ailleurs, ceux qui prennent le plus de risques, ce n'est pas forcément ceux qui sont au plus haut niveau. Ceux qui sont au plus haut niveau, ils ont de la chance parce qu'ils sont encore en état. La plupart des sportifs qui pratiquent intensivement, ils ne restent pas en état jusqu'au moment d'arriver au haut niveau. Ils sont cassés avant. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Ouais, c'est étonnant, hein, mais quand je parle des fois, je parle avec des gens, avec des collègues, etc. Leurs enfants vont à la gym. On a l'impression que les filles, il faut qu'elles fassent toutes de la gym, quoi. Je dis, elles font de la gym, vos filles. Tout. Vous allez aux entraînements des fois? Ça vous fait pas peur? Ta fille, elle s'entraîne 2-3 fois par semaine maintenant, ça te fait pas peur? Et quand elle chute à la pousse, ça te fait pas mal? Et quand elle répète des dizaines, des vingtaines, des dizaines, des centaines de fois les mêmes gestes, tu trouves pas ça bizarre? De vouloir absolument contraindre le corps à de telles répétitions? T'as pas l'impression d'envoyer à l'usine ta fille? Ah non, c'est du sport. Alors est-ce que c'est un progrès pour le corps? Oui, c'est le progrès du corps, mais du corps conçu ainsi. C'est-à-dire du corps conçu comme l'objet, comme un instrument de production de performance.
Est-ce que c'est l'épanouissement du corps sensible? Est-ce que c'est l'épanouissement du corps subjectif? Est-ce que c'est l'épanouissement du corps érotique? Est-ce que c'est l'épanouissement des cultures du corps? Pour parler de culture, il faudrait encore qu'il y ait de l'altérité, qu'il y ait des différences, qu'il y ait des cultures différentes. Le sport, depuis son origine, le projet du sport, c'est d'écraser les cultures du corps. Il n'y a qu'un corps pour le corps sportif, c'est le corps occidental. C'est le corps industriel, c'est la production industrielle du corps, c'est la rationalisation du corps, la rationalisation instrumentale du corps. À l'époque, à la fin du XIXe siècle, les Occidentaux ont un énorme complexe de supériorité, parce qu'ils ont des mines, parce qu'ils ont le fer, les forges, parce qu'ils ont l'industrie, parce qu'ils ont les armes, parce qu'ils ont les moyens de transport. Et en fait, ils ont exactement le même complexe de supériorité par rapport au corps. Si l'Occident est supérieur partout, le corps occidental est également supérieur partout. Et au nom de cette supériorité, il pourrait imposer sa culture, ou son anticulture, parce que quand on en est au point d'imposer une culture, c'est qu'on détruit une culture. Et à cette époque-là, on pense effectivement que, de toute manière, ce corps performant, c'est un corps supérieur. C'est le corps du surhomme qu'on est en train d'inventer. Et donc, à ce titre-là, on va mépriser et écraser toutes les pratiques physiques traditionnelles. Il y a quelque chose qui, quand on regarde le développement du foot en Afrique, comment le foot en Afrique comme ailleurs abrutit les masses, qu'est-ce qui reste de la culture du corps en Afrique? Le sport écrase tout. Les Africains, comme les Asiatiques, comme les corps partout dans le monde, tendent à s'indiviser pour calquer le modèle occidental, le modèle sportif occidental. Il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde participe. Alors, est-ce que c'est un progrès pour le corps? Oui. Du corps conçu comme un instrument, comme une machine énergétique. Une machine énergétique, ça correspond bien au corps sportif. Une machine balistique aussi, un bolide balistique. Je trouve que l'idée de la balistique et du bolide qu'on lance le plus vite possible, qui explose dans l'action jusqu'à l'explosion, l'image de l'explosion est assez forte. Là aussi, on a à la fois l'image de la vitesse et l'image du feu. Tout ça, c'est du vocabulaire qui passe régulièrement dans le vocabulaire sportif, dans la presse sportive. L'explosion, il faut exploser au départ, etc. Le corps est conçu comme un engin balistique qu'il faut projeter le plus rapidement possible sur la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est un progrès psychologique, le sport? À l'école, il faut faire du sport parce que c'est le culte de l'effort. C'est bien d'avoir le culte de l'effort, qu'il faut développer le courage, il faut aller au bout de soi-même. Donc ça, c'est bon pour le mental. Le sport, c'est bon pour le mental. Ben oui, mais de la même manière qu'il faut interroger la nature et du lien social, quand on parle du lien social dans le sport, de la même manière, il faut interroger la nature de cet effort. Est-ce que c'est parce qu'on est capable de faire un effort pour courir autour d'une piste ou pour subir un entraînement difficile? Est-ce que c'est parce qu'on est capable de subir cet effort-là ou de le soutenir, est-ce que ça veut dire qu'on est quelqu'un de courageux? Est-ce que ça veut dire qu'on est capable d'aller au bout de ses projets? Mais pour aller au bout de ses projets, il faut avoir des projets. Des projets à soi. Qu'est-ce que c'est que ce culte de l'effort, là, qu'on valorise partout, surtout à l'école? À l'école.
Les mômes, il faut leur donner le goût de l'effort. Mais le goût de l'effort, pourquoi? Moi, je veux bien faire un effort, mais si on m'indique quel est le sens de cet effort, faire un effort pour boucler le tour de piste le plus rapidement possible. Et pourquoi? C'est quoi le sens de tout ça? Alors, des fois, c'est pour développer l'esprit de compétition, parce que la compétition, c'est le progrès. Combien de fois n'a-t-on pas convoqué Charles Darwin pour expliquer au monde entier que la compétition, c'est le progrès? On en parlait cet après-midi avec Philippe. Charles Darwin a écrit une anthropologie aussi. Il a écrit De l'origine des espèces, où il développe toute sa théorie sur la compétition interspécifique, intraspécifique, etc. Seuls les meilleurs survivent, etc. Donc voilà, avec l'adaptation à l'environnement. Puis, 10 ans plus tard, il a écrit une anthropologie aussi, où il a développé une théorie anthropologique. À partir de quel moment l'homme se distingue-t-il de l'animal? Et à partir du moment où l'homme, où il y a un principe, où la sélection se met à sélectionner des instincts sociaux. C'est ça l'homme. La naissance de l'homme, c'est non plus quand on est dans la compétition interspécifique, intraspécifique, mais quand la sélection fait qu'on sélectionne des instincts sociaux. On appelle ça le principe de réversion. C'est la sélection de l'antisélection, en fait. On apprend à vivre ensemble plutôt qu'à se combattre pour survivre. Il dit c'est ça, Darwin dit c'est ça, la naissance de l'humain. Ben, figurez-vous qu'on n'a pas retenu l'anthropologie de Darwin, mais qu'on a retenu la sélection des espèces. Pourquoi? Il y a une raison. Patrick Thor, qui est un grand spécialiste de Darwin, il a fait retraduire, d'ailleurs, je crois, il a retraduit toutes les œuvres complètes de Darwin, parce qu'il considère qu'il y a un biais dans les traductions de l'œuvre de Darwin, et notamment, il a analysé la réception de l'œuvre de Darwin, et il montre que les économistes libéraux, à la fin du XIXe siècle, donc tout ça, ça se passe à la même période, l'apparition du sport moderne, et le développement du libéralisme, l'accélération du développement du capitalisme, tout ça, c'est la même époque. C'est 1865, je crois, 55 ou 65, je ne sais plus, la publication de l'origine des espèces. Tout ça, ça se passe à peu près à la même époque. Et Patrick Thor montre que les économistes libéraux de l'époque s'emparent de la théorie de Darwin. Ah oui. Et pour les libéraux, c'est la lutte de tous contre tous. C'est ça le capitalisme, c'est la lutte de tous contre tous qui fait le progrès économique. Est-ce qu'on a vraiment dépassé ce cadre-là? Tout porte à croire que sûrement pas. La lutte de tous contre tous, la compétition, la mère de tout progrès. Alors, les économistes libéraux, ils ne sont pas tellement intéressés à l'anthropologie, à la théorie anthropologique de Darwin. Sélection des instants sociaux, tout ça, travailler à l'autoconservation, à l'entraide, etc. Non. Le système, c'est tout le monde en compétition, et puis seuls les meilleurs ont le droit de dominer les autres. C'est assez basique, c'est assez frustre. Mais le sport est-il vraiment différent? Alors est-ce que c'est un progrès psychologique? Est-ce que ça donne le goût de l'effort? Oui, ça donne le goût de l'effort. Mais surtout, je dirais que ça donne le goût d'un effort dont on n'interroge jamais la finalité. Pourquoi je fais un effort? Bon, pensons un instant au boxeur. Le boxeur va au bout de lui-même. Le boxeur est noble, comme beaucoup de philosophes, beaucoup d'intellectuels aiment le raconter avec beaucoup de poésie, un certain romantisme pour la noblesse de la boxe. Oui, c'est noble. La finalité du boxeur, quand même, quand il monte sur le ring, c'est de détruire celui qui est en face de lui. Alors, il faut aller au-delà de ses limites. Il faut fournir un sacré effort, il faut être courageux pour prendre ce risque-là, parce que c'est aussi prendre le risque de se faire détruire. Mais quel est le sens de cet effort? Est-ce que c'est vraiment un progrès psychologique?
que de centrer tous ses efforts et parfois toute sa vie sur ce type de production, sur ce type de projet. Est-ce que c'est un progrès éducatif? Puisqu'il faut faire du sport à l'école, on ne cesse de le rappeler. Régulièrement, on commande des rapports aux députés. Souvent, il y a un député qui se penche sur la question. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, le sport à l'école. Et on arrive toujours à la même conclusion, il faut plus de sport à l'école. Pourquoi? Parce que c'est important pour l'éducation. C'est bon pour la santé, ça permet de lutter contre l'obésité. Voilà. Les enfants mangent mal, faire du sport. Et puis, continuer de manger mal, du sport. D'ailleurs, un des plus grands sponsors des institutions sportives, c'est Coca, quand même. Coca, McDo. Coca, McDo. Le sport. Je me souviens d'un slogan, à l'époque, c'était le slogan de la Ligue de l'enseignement. Une autre idée du sport. Les parrains de l'époque, c'était des athlètes qu'on retrouvait sur des panneaux publicitaires à Charletti, là, quand on est sur le périph' à Paris, on passe devant le stade Charletti, il y a d'immenses panneaux publicitaires, ça fait 10 mètres de haut, c'est immense. Et c'était même ces parrains de la Ligue de l'enseignement, une autre idée du sport, qui faisaient de la pub pour McDo. C'est une autre idée de la société, vraiment. On n'en doute pas. C'est complètement aberrant, mais ça passe. Est-ce que c'est un progrès éducatif? On peut se poser exactement les mêmes questions que tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un progrès corporel? Est-ce que c'est un progrès psychologique? Qu'est-ce qu'on éduque quand on fait du sport? On éduque à la compétition, on éduque à la production de performance. Alors on va dire non, on apprend l'esprit d'équipe. Ben, je suis désolé de vous imposer cela, mais même raisonnement. L'équipe, pourquoi? On fait équipe, pourquoi? Alors on dit c'est la solidarité, oui. C'est la solidarité de l'équipe contre une autre équipe. L'équipe, pourquoi? Donc en fait, le sport, il n'y a pas plus simple. Vous voulez organiser un événement, c'est extrêmement simple, faites un événement sportif. Ça passe. Vous voulez lutter contre le cancer, faites un événement sportif. Vous voulez ramasser de l'argent pour le Téléthon, vous mettez tout le monde à bicyclette. Vous voulez lutter contre le cancer? Un marathon. Moi le Téléthon, je ne comprends pas. Je comprends pas. Il y a des mômes qui souffrent. Mais c'est regardable, le Téléthon. C'est vrai, on nous montre des images. C'est insoutenable. Et qu'est-ce qu'on nous montre à côté? Les gens qui disent « Moi, je cours pour les enfants malades. » Des enfants qui souffrent de dégénérescence musculaire, qui pourront... Comme si... le fantasme qui est derrière, c'est on va les guérir pour qu'ils puissent courir à leur tour. C'est quoi ce projet? Pour qu'ils puissent faire la course à leur tour. C'est ça, là. Ah bah oui, quand on a un corps, la seule chose à faire, c'est de faire la course, quoi. Hein, c'est de produire des performances. C'est complètement abject. C'est complètement abject. Ça ne choque personne. On fait des exploits. On fait des exploits pour les enfants malades. Mais non. Je suis persuadé que les gens qui participent au Téléthon de tous ces exploits-là, ils font des exploits pour la gloire. Et les enfants malades, ça leur donne une visibilité. C'est terrible, hein? C'est dégueulasse ce que je dis, mais je le pense vraiment. Je pense vraiment qu'on instrumentait, de toute manière, je vais même aller plus loin. Je pense que le Téléthon, ça permet le financement de recherche qui, pour l'essentiel, ne serviront jamais à la vie des mômes malades. Je pense que pour l'essentiel, ça a permis de légitimer des recherches totalement insensées sur la cartographie du génome humain, par exemple, et les enjeux qui sont derrière l'identification du génome humain dépassent largement le problème de soigner les maladies orphelines. D'ailleurs, ça fait une transition avec... Après, je voulais interroger sur le progrès, parce que le progrès, c'est une notion vaste. Alors là, on a vu qu'effectivement, le sport, c'est un progrès. C'est un progrès. Mais c'est un progrès dans un certain monde, dans une certaine acceptation du progrès. Et on peut s'interroger sur le progrès. C'est quoi le progrès aujourd'hui? Je pense effectivement que le progrès, depuis longtemps, depuis plusieurs siècles,
Il est extrêmement lié dans nos imaginaires à la science, mais à une vision assez étriquée de la science, à une vision très instrumentale de la science, à une vision de la science qui a sa raison d'être dans la maîtrise, dans l'objectivation, dans la production. Et je pense qu'on peut venir dans la production parfaite. Je pense que le progrès, dans l'imaginaire contemporain, peut-être même, je pense que c'est quelque chose qui est lié à la civilisation occidentale, le progrès qu'on entrevoit, il est dans la maîtrise. Plus rien ne doit échapper à notre capacité de produire. Je pense que le grand fantasme contemporain, c'est de produire le vivant. Parce que quand on produit, ça veut dire qu'on maîtrise. Et la méthode scientifique canonique vise à toujours aller vers le plus petit, à décomposer. On ouvre le corps humain, on le décompose, on le met en pièces, on cherche à aller jusqu'à l'élément le plus petit, à comprendre comment fonctionne cet élément le plus petit, pour le copier, pour être en mesure de le produire. Je pense que quelque part c'est ça le grand fantasme contemporain, produire le vivant. D'ailleurs, à la fin des années 90, les deux plus grands projets scientifiques menés aux États-Unis, l'un c'était l'identification du génome humain. Et dans le génome humain, on est bien vers la recherche de la plus petite entité. Et le fantasme, c'est de pouvoir produire un être humain. Quand on produit un être humain totalement cartographié, le fantasme, c'est de le maîtriser totalement. Plus rien ne doit nous échapper. C'est juste totalitaire. Le projet totalitaire, c'est ça, c'est de maîtriser la totalité du vivant. Et je pense que le fantasme scientifique contemporain, mais pas que scientifique, la science n'est que dans ce contexte, dans le contexte de notre civilisation, c'est de maîtriser totalement le vivant et donc de produire le vivant. Une autre idée très forte dans l'idée du progrès, et elle est très liée, à mon avis, c'est l'idée d'anéantir le temps, écraser le temps. Écraser l'histoire, on écrase le temps, on écrase l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par écraser le temps? Je veux parler de l'accélération, le désir perpétuel d'accélérer, d'aller plus vite. Quand on veut aller plus vite, on écrase le temps, et le grand fantasme, c'est de réduire le temps à zéro, à rien. Quand on réduit le temps à zéro, à rien, on a réduit aussi l'espace à rien. C'est l'explosion finale. C'est quoi le fantasme du sprinter? C'est pas de réduire le temps à rien. C'est pas de courir le 100 mètres en 0 secondes. C'est ça qu'il fait agir le sprinter. Il cherche à courir le 100 mètres en 0 secondes. Il cherche à annuler le temps et à annuler l'espace. Donc de la même manière, quand on annule le temps, quand on annule l'espace, on annule l'histoire. On annule l'historicité, on annule le temps vécu. Et la seule chose qui reste, c'est la quantité, c'est le temps chronométrique. C'est ces abstractions. Dire qu'on réduit le corps, comme on réduit l'histoire, à des quantités. On écrase ses qualités. Et dans le grand fantasme scientifique contemporain, qui est très lié à l'idée du progrès telle qu'elle existe, je crois, actuellement, il y a cette idée de réduire l'histoire à néant, de réduire le temps à rien, d'accélérer perpétuellement, et de transformer tout ce qui existe, de transformer la réalité en une abstraction, en un produit en fait, quelque chose de totalement maîtrisé. Ça ne veut pas dire que les qualités disparaissent, ça veut dire qu'elles sont écrasées. Il y a une nuance entre disparaître et être écrasé. Par exemple, quand Laure Manodou elle fait une performance en natation, Philippe Lucas, il parle d'elle en des termes totalement abstraits.
il parle d'elle en des termes en secondes. Il dit aujourd'hui elle vaut 4,7, mais normalement elle vaut 4,8. Ça passe à la radio, ça, le matin à 8h sur France Inter, des interviews comme ça. C'est d'une violence inouïe, et c'est très banal. C'est très banal dans le système sportif, puisque les personnes sont identifiées à leur abstraction chronométrique la plupart du temps, ou à leur score. Ou au temps qu'elles valent en fonction d'un dénivelé et d'une distance parcourue, par exemple. En fait, les qualités de l'individu sont écrasées. Ça veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut dire qu'elles sont écrasées. Il y a des gens qui s'en remettent pas. Il y a des sportifs qui s'en remettent pas. Je pense à Marco Pantani, par exemple. Les journalistes ont passé leur temps à le traiter de tricheur, etc. Ce type, il est mort tout seul dans sa chambre d'hôtel d'une overdose. C'est typiquement voilà, à un moment donné, quand les personnes sont totalement identifiées à des quantités abstraites qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. À l'échelle de l'humain, j'entends. À l'échelle d'un progrès humain. À l'échelle de la grandeur de l'humanité, de ce que peut l'humain. Ça n'a aucun sens. La performance sportive n'a aucun sens. Quand les individus sont totalement identifiés à ces performances sportives qui n'ont aucun sens, si vous voulez, quand leurs qualités sont à ce point écrasées, on peut ne pas s'en remettre. On peut sombrer dans des dépressions dont on ne se remet pas. Il n'y a pas très longtemps, il y a Marion Bartoli, c'est Marion, c'est ça, qui déclare qu'elle arrête. Elle dit « je suis épuisée, j'arrête ». Les gens qui disent « on ne comprend pas, elle arrête » alors que... Mais non, mais elle arrête, mais visiblement elle est épuisée psychologiquement, elle est épuisée physiquement. Et elle a l'air totalement déprimée. Mais oui, parce que quand on gagne en sport, il y a tout ce côté fantasmatique, tout ce côté de l'idolâtrie, de l'héroïsation, etc. Mais fondamentalement, le champion un peu lucide sait que le lendemain, il n'est plus rien. Le lendemain, il n'est plus rien. S'il veut continuer à exister, il est condamné à gagner encore. Celui qui ne gagne pas encore, il perd une partie de son identité. Il perd une partie du sens de son existence. Je vais vous lire un petit passage de l'interview de Lucas par Madodou, de Lucas par un journaliste sur France Inter. Ça dit beaucoup de choses de la question sportive. Philippe Lucas. Il faut qu'elle fasse une très grande performance parce que maintenant, c'est à 4 semaines des championnats du monde et il ne faut pas se permettre de nager 4,7 ni 4,6. Il faut nager très vite. Donc maintenant, il faut arrêter de se cacher derrière les... On est à 2 mois, on est en préparation, machin, 4,7 maintenant, c'est de la merde. Et maintenant, il faut qu'elle envoie grave, quoi. Au mois de mai, elle a nagé 4,3 pour nager 4,2 au championnat d'Europe. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il faut qu'elle nage 4,3, mais si elle n'est pas capable de nager 4,5, c'est de la merde. Il faut qu'elle s'énerve, quoi. Il n'y a pas 50 000 choses à faire. Si elle n'est pas capable, c'est qu'elle n'a pas le niveau, quoi, par rapport à l'année dernière. Le journaliste. Et les indices, pour l'instant, ils sont bons, là. Spécialiste. Philippe Lucas. On va voir, tu sais, on n'a pas beaucoup nagé en compète, alors l'entraînement, c'est l'entraînement, sachant que c'est pas une grande courageuse de l'entraînement. Donc, si elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Voilà, on est d'accord, on est dans les clous. Philippe Lucas, c'était un modèle. Quand Laure Manodou a tout gagné, Philippe Lucas, c'était l'entraîneur à qui tout était permis, il se pouvait tout se permettre. Mais l'avantage de Philippe Lucas, c'est qu'il est brut de décoffrage et qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Il ne se cache pas derrière un tas d'enrobage humaniste, etc. Non, il dit les choses telles qu'elles sont. Et un sportif, c'est ça. C'est quelqu'un qui vaut une perf. Évidemment,
C'est le prix pour devenir un surhomme, de réduire sa vie à une perf. Mais Anders disait, ces êtres hyper spécialisés, ils sont capables de faire des choses surhumaines, on les entraîne pour faire des choses surhumaines, par exemple un pilote de chasse. On l'entraîne pour faire des figures à des hauteurs, à des niveaux de décompression, etc. Il dit, c'est complètement surhumain, et en même temps, c'est totalement sous-humain. Parce que ce niveau d'expertise implique la sous-humanité. Quand on arrive à ce niveau de spécialisation des corps, de spécialisation de l'humain, on en écrase toutes les autres qualités de l'humain. Et en cela, c'est sous-humain. Je pense que le corps sportif, c'est précisément ce corps spécialisé. Et c'est à la fois, on est à la fois dans la recherche d'un corps surhumain, dépasser les limites, voilà, courir en altitude, courir des journées entières sans dormir, en se reposant au minimum, en souffrant de martyr, en oubliant qu'on souffre, essayer de se mettre en mode automatique de course. Ouais, ça c'est l'idéal, quand on arrive à ne plus penser du tout, à même oublier ses souffrances, et quand on sent qu'on commence à courir en mode automatique, c'est idéal. Il y a même il y a une époque, il y a même des gens qui faisaient du trail qui couraient à côté d'un... Il y a un sportif qui avait développé ça, qui courait à côté d'un entraîneur psychologique en fait, et qui le mettait en hypnose. Il arrivait à courir en hypnose. Les nageurs aussi ont développé ça. Pour pouvoir s'entraîner plus longtemps, ils essayaient de nager sans avoir conscience de ce qu'ils faisaient. Surtout ne pas prendre conscience de ce qu'on fait, parce que c'est le néant. C'est le néant. Si on prend conscience de ce qu'on fait, on s'arrête tout de suite. Alors ça, c'est violent de prendre conscience. Alors, on parle de la rationalisation du corps, je pense qu'il faut peut-être que je m'arrête, parce que ça fait longtemps, et puis on avait dit De la même manière, on pourrait parler de la rationalisation de l'espace. Et évidemment, le corps fait partie de l'espace. La rationalisation de l'espace, c'est rendre rationnel l'espace par rapport à la finalité du projet sportif. Projet sportif, qui va de soi. L'avantage quand on organise un événement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas besoin de penser la finalité du projet. C'est pour ça que ça marche bien. Tout le monde est d'accord. Vous voulez faire un marathon, on est d'accord. On n'a pas besoin de penser la finalité du projet. Quand on monte un projet culturel, on est obligé de le défendre. Ça pose discussion. Jamais dans le sport. Jamais. Le projet sportif se suffit à lui-même. La compète, ça suffit à ça. C'est normal, c'est naturel. Tout ce qui est naturel ne mérite pas d'être interrogé. Ça existe en nature et en éternité, point final. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais la rationalisation de l'espace, c'est exactement comme la rationalisation du corps. La rationalisation sportive de l'espace, c'est une spécialisation de l'espace à la seule fonction sportive, à la fonction de la production de performance. Et c'est terrible, parce que ça crée des espaces inhabitables. Ben oui, le stade, l'espace du stade, c'est un espace inhabitable. En dehors, si vous allez... L'espace, un stade, ça sert à massifier. Ça sert à ramasser une foule et à la coller dans un espace donné, à la cloisonner et à faire en sorte que tous les yeux soient centrés sur le même point. Comme ça, on vit tous les mêmes émotions en même temps et ça crée du lien social et c'est super. Voilà. Ça, c'est la rationalisation de l'espace. C'est une spécialisation de l'espace. C'est un lieu inhabitable. Quand vous vous promenez, vous passez à côté d'un stade et 95 fois sur 100, c'est vide et il ne se passe rien. C'est un lieu de non-vie. C'est un lieu de non-vie. C'est une enceinte close, il n'y a personne dedans. Autour, il y a des parkings. C'est vide. Et une fois de temps en temps, ça sert à massifier. C'est-à-dire à rassembler des individus qui n'ont plus de qualité. C'est ça la masse. La masse, c'est un ensemble d'entités similaires qui sont écrasées. Alors quand j'entends des fois qu'il faut favoriser le sport de masse, ça me fait bien rigoler. Et pourquoi je dis sans qualité? Parce que les qualités de l'être humain, c'est d'être capable de penser son devenir, de penser ce pourquoi il est là, qui il est, etc. Mais le sport, lui, offre un raccourci à toutes ces questions-là.
On n'a pas besoin de penser son devenir. La finalité de devenir est là. Et c'est en cela que c'est une des réalisations les plus frustres. La réalisation dans l'institution sportive, c'est une des réalisations les plus frustres et les plus standardisées qui soient. Puisque tout est écrit d'avance. Tout est écrit d'avance. Moi, je me réalise en courant le 100 mètres, en devenant champion du monde du 100 mètres. Ok. Qu'est-ce que tu as découvert dans ta carrière? Je dis souvent à mes élèves, on va faire de l'exercice physique. Alors ils veulent toujours faire du sport, hein. Ils veulent faire du 100 mètres. Je dis, mais par contre, on va commencer à découvrir des choses sur soi et sur le monde quand on va arrêter de vouloir y arriver le plus vite possible de l'autre côté de la ligne. Si l'un parmi vous commence à faire des virages pendant son 100 mètres, il va découvrir des choses qu'il ne connaissait pas auparavant. La culture, disait Anders, est dans le détour. Dans le détour. Le détour, dans la digression, dans le détournement, dans le virage, dans le pli. La culture est dans l'histoire et l'histoire est dans le pli. Et les sportifs ont horreur du pli. Le pli, c'est la mort. La ride, c'est la mort. Regardez tous ces gens qui courent dans les villes, qui vont dans les salles de sport pour garder la police le plus longtemps possible. L'apparition de la première ride, et c'est la mort. On se bat contre le temps qui passe. On ne veut pas que l'histoire s'imprègne dans notre corps. La culture, c'est le détour. La vie, c'est le détour. L'aventure, c'est le détour. L'aventure, c'est découvrir des choses qu'on n'avait pas soupçonnées. C'est prendre le risque de se découvrir différent de ce que l'on est. C'est quand même autre chose que de savoir avant de quelle manière on va se réaliser. Je sais que je vais me réaliser parce que je vais me prouver que je suis capable de courir pendant 3 jours avec 9000 mètres de dénivelé. Bon, ben si tu sais ça, c'est pas la peine de le faire. Si je veux me prouver que je suis capable, on découvre rien. Les gens qui vont dire qu'ils découvrent la nature, c'est pas vrai. Quoi. C'est pas vrai. Moi j'ai couru, hein. Même sur un stade, j'ai couru, quoi. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la nature. Je sais pas, j'ai fait de la randonnée en montagne, déjà il faut s'arrêter pour regarder. Si on ne s'arrête pas, on ne voit rien, parce que déjà quand on est en randonnée en marche lente, il faut faire attention où on met les pieds. Et quand on fait attention où on met les pieds, on a du mal à appréhender l'espace, on a du mal à appréhender le paysage. Bon, je m'arrête là, et puis comme ça, voilà, c'est à vous de parler, et à vous d'échanger. En tout cas, je vous remercie de votre attention.